Alors, les pierres précieuses, tout de suite, on pense à quoi? Aux bijoux, au luxe, à tout ce qui brille, n'est-ce pas? Mais, et si on se disait que leur vraie valeur, la plus surprenante, elle ne se cache pas dans un coffre-fort, mais peut-être dans notre smartphone? C'est cette vie secrète des pierres qu'on va explorer ensemble. C'est vraiment la question de départ, en fait. C'est quoi, au fond, qui fait qu'un caillou, un simple minéral, devient tout d'un coup précieux? Est-ce que c'est juste une question de brillance, de prix, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Allez, on va creuser ça. Bon alors pour commencer, allons droit au but. On va s'attaquer aux bases. C'est quoi ce fameux club très très fermé des pierres qu'on appelle officiellement précieuses? Alors voilà, officiellement, pour avoir le droit d'entrer dans ce club, une pierre, elle doit cocher 3 cases, 3 conditions, pas une de moins. Il faut qu'elle soit très belle, évidemment, très rare aussi, c'est ça qui fait grimper sa valeur, et enfin très solide, histoire de pouvoir traverser les siècles sans problème. Et les membres de ce club ultra select, qui sont-ils? Eh bien, en France, et c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, il n'y en a que 4, juste 4 gemmes qui ont officiellement le droit à cette appellation. Le fameux diamant, bien sûr, le rubis avec son rouge passion, le saphir d'un bleu profond, et puis la sublime et mystérieuse émeraude. Ok, mais alors, et toutes les autres, l'améthyste, la topaze, l'égumarine, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, elles sont dans une autre catégorie, celle des pierres fines. On entend souvent le terme semi-précieuse, mais en fait, c'est un peu trompeur. La vraie différence, ce n'est pas du tout une question de beauté, attention, c'est vraiment une question de rareté, et donc de prix. Elles sont juste plus faciles à trouver, plus abordables, mais franchement, elles peuvent être tout aussi magnifiques. Voilà, maintenant que cette distinction est claire, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Comment les spécialistes font-ils pour être sûrs de ce qu'ils ont entre les mains? Comment est-ce qu'ils déchiffrent en quelque sorte le langage secret de ces pierres pour les identifier sans se tromper? Le premier indice, c'est le plus évident, bien sûr, c'est la couleur. Certaines pierres ont une signature visuelle qu'on ne peut pas confondre. Le rouge d'un rubis, ce rouge si particulier, ou le bleu profond, presque hypnotique d'un saphir. C'est comme leur carte d'identité, c'est quasi impossible à imiter. Deuxième marqueur d'identité, la dureté. Et ça, c'est un test absolument crucial. Une vraie gemme, en général, c'est du solide, c'est très dur. D'ailleurs, il y a un test tout simple qui est souvent mentionné. Est-ce que la pierre peut rayer du verre? Eh bien, certaines le font, avec une facilité assez incroyable. Et pour parler de dureté, il y a un exemple que tout le monde connaît, une sorte de vérité absolue dans le monde minéral. Le diamant. C'est la pierre la plus dure qui existe. Point. Ce n'est pas juste un symbole de richesse, c'est le champion toute catégorie de la résistance. Absolument rien ne peut le rayer, sauf, bien sûr, un autre diamant. Et le troisième et dernier marqueur, la rareté. Là, on touche au nerf de la guerre, au principe économique de base de tout ce marché. La logique est toute simple, mais implacable. Plus une pierre est rare, plus elle est difficile à dénicher, et plus sa valeur monte en flèche. C'est la loi de l'offre et de la demande, mais pour des trésors sortis tout droit de la terre. Bon, on a vu ce qui fait la valeur d'une gemme, ce qui la rend si désirable. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, dans le coffret à bijoux. Mais pas du tout. En fait, c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant, que notre petite enquête prend un tournant complètement inattendu. Et c'est là qu'on découvre que ces pierres ont une sorte de double vie. Prenez le saphir, on l'imagine sur une bague, et pourtant, c'est aussi lui qui protège l'écran de beaucoup de montres de luxe, justement parce qu'il est ultra solide. Et le quartz, ses vibrations, d'une régularité parfaite, sont littéralement le cœur qui fait battre nos montres. Et encore plus fou, la silice, qui est une cousine du quartz, c'est tout simplement la matière première des puces électroniques, le cerveau de nos ordinateurs et de nos téléphones. Voilà le point central. Ces gemmes, elles ont bien 2 vies. Une première vie, visible, faite de luxe et de beauté, et une seconde vie, secrète, où elles sont des travailleuses de l'ombre au service de notre technologie. Et pour finir, on va voir que cette double vie, elle se déroule juste sous nos yeux, dans notre quotidien. Non, non, ces héros de la technologie ne sont pas cachés dans des labos secrets, ils sont littéralement partout autour de nous. Regardons un peu autour. L'écran de certaines montres, c'est probablement du saphir. À l'intérieur même de la montre, on trouve souvent de minuscules rubis, synthétiques cette fois, qui permettent au mécanisme de fonctionner pendant des années. La puce électronique dans un téléphone, c'est de la silice. Et la bouteille en verre posée sur la table, c'est juste du sable, qui est une forme de quartz qu'on a fait fondre. Incroyable, non? Finalement, cette phrase résume tout à la perfection. Oui, ces pierres sont importantes pour leur beauté, mais elles sont tout aussi cruciales pour la science et la technologie. Elles sont bien plus que de jolis objets, ce sont des piliers discrets mais essentiels de notre monde moderne. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une porte ouverte.
Si les gemmes ont ce rôle caché si crucial, quelles autres merveilles de la nature, qu'on pense connaître par cœur, jouent en réalité un rôle secret mais absolument vital dans la technologie qui nous entoure tous les jours? La réponse, elle est sûrement tout aussi fascinante.